Le Cahier vert, un roman de Véronique Petit. Chapitre 1. Lucas Crapaud. Tout au début, il y a eu vous, Madame Larson, escancourt dont vous nous avez parlé pendant votre cours de français. Un prix littéraire pour la classe de 4e. Enfin, pas pour toute la classe, juste pour l'élève qui écrirait le texte lauréat. 50 pages minimum, un vrai roman, sujet libre. 6 mois pour l'écrire, ouvert à toute la France. Autrement dit, pas beaucoup de chance pour gagner. Ça intéresse quelqu'un ? Vous avez demandé. Ben non, ça n'intéressait personne. Pas le temps, pas l'idée. Moi, j'en ai rien dit. Depuis déjà 2 ans que j'essayais d'écrire et que je n'arrivais même pas à dépasser 3 pages. Pas la peine de me ridiculiser devant les autres, mais à réfléchir quand même, toute seule, au fond de mon lit. 8 jours sont passés jusqu'à ce soir-là, un lundi je crois, et un dîner pourtant si semblable à celui des autres soirs. On est dans la cuisine, on attend papa. « Maman, t'as repassé mon pantalon vert ?» lance Honorine, le drame de la soirée. « Et ça te froisse ?» lui demande Paul, qui a fait l'école du rire. « Désolée chérie, je n'ai pas eu le temps, » répond maman. « Et comment je fais moi demain ?» insiste Honorine, à croire qu'elle n'a plus qu'un seul pantalon dans toute sa grande robe si grande. « Eh bien, tu le repasses, » susurre Paul. « Paul, il a dit que t'as qu'à le repasser !» se croit obligé de répéter Victoire au cas où Honorine n'a pas bien entendu. Moi, je suis perdue dans la contemplation de mon assiette. Il faut dire, Madame Larson, que je ne suis pas du soir ni du matin et si peu de la journée. « Bonsoir, joyeuse troupe !» s'exclame mon père, et nous rejoignons dans la cuisine. « Salut papa !» répondent d'une même voix Honorine, Paul et Victoire. « Salut papa !» je répète avec un train de retard. Mon père dénoue sa cravate, ôte sa veste et se sert un bol de soupe. Il est cadre dans le nucléaire et le dîner est le seul repas qu'il peut prendre en famille. « Maman, t'oublie pas, mon cours de piano a été déplacé demain !» lance Paul. Je ne sais pas si vous connaissez Paul. Il a 15 ans, dans 11 ans passés à jouer du piano. Un vrai prodige d'après son prof de musique. Pas Mozart, mais presque, la fierté de mes parents. « Et moi, j'ai bac blanc demain matin !» surenchérit Honorine. Aussi ce soir. Honorine, elle a 16 ans et 2 ans d'avance au lycée. Elle ne sait pas peut-être repasser un pantalon, mais c'est un vrai génie en sciences. Pas Einstein, mais presque, la fierté de mes parents. « Papa, t'as vu ma robe ?» minaude alors ma petite sœur. Du haut de ses 6 ans, Victoire regarde mon père avec un sourire à faire fondre les quelques glaciers de l'Antarctique qui auraient échappé au réchauffement climatique. Belle comme un cœur pour peu qu'un cœur puisse être beau. Pas une petite Angelina Jolie, mais presque la fierté de mes parents. Et moi qui ne suis la fierté de personne, je rejoins ce soir-là ma chambre déprimée comme jamais. À cause de vous et de votre fichu concours. J'ai passé la semaine entière à chercher l'idée du siècle, une semaine à l'inventer, 10 histoires par soirée qui se sont démolies dès les premières pages. Une semaine au bout, dans laquelle je me dis que ce n'est plus la peine d'écrire, que je me dis de laisser tomber, que je ne serai pas un écrivain parce que je n'ai aucun talent, je suis une élève ni bonne ni mauvaise, ni fille ni belle, ni vilaine. J'ai essayé la musique, mais mon oreille était incapable de reconnaître un ré d'un do. J'ai essayé la danse, mais j'avais la grâce d'un balai d'essuie-glace. J'ai essayé la peinture, mais seul un gardien de cimetière aurait accepté d'exposer mes natures mortes. Aucun don, juste cils de noir. Rien, la banalité à l'état brut. Je ne sais même pas pourquoi j'ouvre le tiroir de mon bureau pour en sortir mon cahier vert à spirale. Un grand Lucas Crapaud inscrit en lettres rouges majuscules en barre la couverture. Lucas est né hier soir et a vécu 4 pages, mon nouveau record. Je relis ces 4 pages, elles sont mauvaises, Madame Larson, à un point que tu ne pourras pas lire. Je les arrache de rage, je les transforme en confetti. Tant pis, je resterai Madame Banale pour l'éternité, la cousine de Mademoiselle Rien. Je me recroqueville sur mon oreiller. J'ai envie de pleurer dans la chambre d'à côté. Le piano de Paul résonne
Sous les notes de Mozart, quelque part plus loin, Honorine crie à Paul de mettre la sourdine, qu'elle a un bac blanc à préparer. Elle. Je prends mon oreiller et je me plaque sous le lit. Maman, avec quoi je me mets le pull d'amande demain? C'est sur cette question existentielle d'Honorine, hurlée à travers le couloir, que je me réveille le lendemain matin. Le moral ramoquette, je me lève et j'avance à pas de tortue jusqu'à la salle de bain. Mon cahier vert est là où je l'ai jeté hier, gisant sur le sol, juste au milieu de la route, à croire qu'il me nargue. Les majuscules rouges de sa couverture me font penser à des lettres de sang. Lucas Crapaud. Comme si le cahier était vivant. Vivant. Et voilà que je disjoncte, à présent. Il faut vraiment que j'arrête l'écriture, moi. Ça ne me réussit pas. Avec dégoût, je ramasse le cahier vert pour le jeter au fond du tiroir de mon bureau. Mais je l'ai à peine touché que quelque chose se passe en moi. Comme si une force venant du cahier se répandait dans mes veines. Un fluide, n'importe quoi. Je ne suis décidément pas du matin. D'un geste brusque, j'ouvre le tiroir, mais je n'arrive pas à y jeter le cahier. Impossible de le lâcher. Je dois l'ouvrir, Madame Larson. Il faut que je l'ouvre. C'est plus fort que moi. Pourtant, le cahier est vide. Je le sais puisque j'ai tout déchiré la veille au soir. J'essaye de me raisonner du calme, Justine, du calme. Tu vas poser sagement ce cahier dans le tiroir et l'oublier. Mais déjà, mes doigts tournent la couverture verte comme s'ils ne m'obéissaient plus. Et alors, mes pattes de mouche apparaissent là, étalées sous mes yeux. Mon écriture, je vous dis. Je fixe la page stupéfaite. Je n'y comprends plus rien. Normalement, cette page aurait dû être blanche. Je lis la première phrase. On aurait pu dire que Lucas Crapaud qu'il était le digne mélange d'un loup maigre et féroce et d'un crapaud débonnaire et croissant, ce qui faisait de lui un garçon pour le moins détonnant. Je relis ces mots, incrédule. Je deviens folle ou quoi? Je n'ai jamais écrit ça. J'ai dit que Lucas Crapaud était ambivalent, à la fois tendre et cruel, capable du pire comme du meilleur, des mots banals qui sont des creux. Alors qu'ici, en une phrase, tout est dit. Je me jette sur la suite du texte, mon émotion est si forte que les lignes dansent sous mes yeux. Je dois m'y reprendre à plusieurs reprises. Lucas Crapaud apparaît en tout point tel que je le rêvais. Il se dégage de cette première page un mystère si prenant que je n'ai plus qu'une hâte, lire la suite. Lire la suite? Mais ce n'est pas raisonnable, ça. Ce n'est pas une pensée ridicule. Cette suite n'existe pas puisque c'est moi qui suis censé l'écrire, comme j'ai rédigé cette première page. Je me répète cette phrase en détachant bien chaque mot pour mieux me la graver dans l'esprit. Comme j'ai rédigé cette première page, parce qu'évidemment, c'est moi qui l'ai fait, même si j'ai oublié. Qui d'autre sinon? Chapitre 2. Honorine. Justine, pourquoi tu souris? Me demande Victoire au petit déjeuner. Sans blague, Justine sourit, s'écrie Paul. T'es amoureuse? Insiste Victoire, à qui on a pu lire trop de contes de fées. Victoire, grande maman, laisse ta sœur tranquille. Je vois Victoire soupirer, elle se mordit la lèvre comme chaque fois qu'on la grondait. Honorine, pourquoi tu ne souris pas? Reprend-elle alors. Victoire a raison. Honorine, ce matin, a le visage aussi hermétique qu'un tupperware. Elle contemple son bol comme si elle s'attendait à ce qu'il lui fasse des révélations. Tu as pu bien réviser, ma chérie, hier soir? Comme tu le voulais? S'inquiète maman à son tour. Grogne ma sœur. Waouh, Honorine, le vert de ton pull avec le bleu de ton jean, mais c'est monstrueux, lance Paul qui n'arrive pas à être léger qu'en face de son piano. Je contemple la scène sans parvenir à me sentir concernée. Aujourd'hui, je flirte avec le nuage et rien n'est grave. Honorine se lève sans avoir touché à ses céréales et quitte la cuisine sans un mot. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? s'étonne Paul. Maman lève les yeux au ciel. Arrivée au collège, je rejoins Lucie qui m'attend sur notre banc. Je suis excitée
comme une girafe qui vient de voir la tour Eiffel pour la première fois. Mais hors de question de lui dire quoi que ce soit, même si elle est ma meilleure amie, pas maintenant. Déjà, voir si Lucas Crapaud vivra plus de 10 pages. Salut Justine, qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour le sourire, hein? C'est Corentin ou quoi? J'écris, je le lui lance alors. Bon d'accord, j'ai craqué, mais qui peut garder un truc pareil pour lui seul? Lucie, qui a déjà eu droit à un je peins, à un je joue la trompette, à un je danse et 15 ou 16 fois de j'écris, tout aussi enthousiaste que moi, me répond par un A. Blasé, mais ce n'est pas grave, je sais que son A admiratif deviendra plus admiratif en découvrant que l'histoire de Lucas Crapaud survivra cette fois. Je m'assois à côté d'elle, sur le banc, à quelques mètres de nous. Corentin s'entraîne à une table de ping-pong. Vous voyez évidemment qui est Corentin. Grand, châtain, les yeux sombres. À présent, je peux bien vous le dire, Madame Larson. Un nom que mes mains deviennent vraiment bien moites quand je le croise, sans qu'il ne le sache. Je ne lui ai jamais parlé. Ce jour-là, comme d'habitude, mes yeux s'attardèrent sur son dos. Il s'apprête à servir, il tient la balle dans une main, la raquette dans une autre, et puis, soudain, je ne sais pas ce qui se passe, il pose sa raquette, se masse le cou et tourne la tête. Je n'ai pas eu le temps de détourner les yeux, nos regards se croisent. Aussitôt, mon cœur fait un triple saut, périlleux, je crois que je me trouverai mal. T'as vu? Il m'a regardé, je lance à Lucie. Qui? Corentin? Ah zut, j'ai pas fait attention. Déjà, il a repris sa raquette et serre la balle, s'élance à travers la table, et moi, je reste là, en apparence, sagement, amarré sur mon banc. Mais la tête désormais, bien au-delà des nuages, flottant dans l'espace, le quart entouré d'étoiles. Au dîner, je n'ai qu'une hâte, que le dessert arrive pour que je puisse aller retrouver mon cahier vert. Honorine n'a pas dit un mot du repas. Ton bac blanc s'est bien passé, ma grande? Demande maman. Honorine pose sur elle un regard exaspéré, comme si ma mère venait de se montrer indiscrète insupportablement. Désarçonnée, maman se tourne vers Victoire. Et toi, mon petit poussin, t'as dicté? Une faute, clame Victoire. C'est bien, hein? Vous savez que mon audition a lieu dans 3 jours, lance alors Paul. La fameuse audition de Paul. Des semaines qu'il en parle. La chance de sa vie à l'entendre. S'il était retenu, il pourrait intégrer une orchestre internationale véritablement tremplin pour sa future brillante carrière. Prépare une fête, papa, poursuit Paul qui ne se doute de rien. Il a tellement tout réussi dans sa vie de pianiste que l'idée de l'échec l'effleure à peine. Le pire, c'est que tout le monde partage son assurance. Son prof de piano, le directeur du conservatoire, en passant par mes parents. La fête est déjà préparée, évidemment, répond papa. En voyant son sourire brillant de fierté, je me tasse un peu sur ma chaise, une boule dans la gorge, et puis je repense à Lucas Crapaud. Un jour viendra où, la dernière bouchée avalée, je cours m'enfermer dans ma chambre, j'ouvre doucement mon tiroir et je sors le cahier vert avec autant de précaution que si ma couverture était faite en coquille d'œuf. Je l'ouvre délicatement. Je ne peux résister à plaisir de relire la première page. On aurait pu dire que Lucas Crapaud, qu'il était le digne mélange d'un loup maigre et féroce et d'un etc. La boule dans ma grange, comme un enchantement, je n'ai vraiment rien envié à Paul. La deuxième page de mon histoire. Je mordis l'embout de mon stylo. Ce soir, l'inspiration n'est pas là. Bon, ne pas paniquer. Elle va venir. Je ferme les yeux et je pense très fort à Lucas Crapaud. Tu veux jouer à la poupée avec moi? Victoire, on frappe avant d'entrer. Aussitôt, Victoire ressort, frappe 2 petits coups et ouvre la porte. Tu veux jouer à la poupée avec moi, s'il te plaît? Justine.
ajoute-t-elle, histoire de mettre toutes les chances de son côté. Je soupire. Non, Victoire, je n'ai pas le temps. Mais tu ne fais rien, tu avais les yeux fermés. Je me concentrais. En dormant? J'écris un livre, je murmure comme si je lui ai dévoilé le secret du siècle. Un livre, mais sur quoi? Un roman. Comme Harry Potter? Oui, si on veut, je réponds. Avec la princesse qui se marie à la fin et qui a 1001 enfants. Continue Victoire qui mélange un peu toutes les classiques des histoires de fées. Oui. Aussi, tu me laisses travailler maintenant? Oui, répond Victoire en sortant. Mais je sais pas, moi, je crois que tu n'y arriverais pas, ajouta-t-elle en refermant la porte. Il faut être très intelligente comme Honorine pour écrire un roman. Bon, se concentrer à nouveau. Fermer les yeux, Lucas Crapaud, son sourire goguenard, son regard, mon cœur. Ça, il faut être très intelligente. Victoire a dit ça parce que je ne voulais pas jouer avec elle. C'est tout. Lucas Crapaud et sont intelligentes comme Honorine pour pouvoir écrire. Mais je ne vais quand même pas l'écouter, une gamine de 6 ans qui sait à peine lire. Pour me rassurer, je dévore une nouvelle fois la première page. Je ne suis peut-être pas très intelligente, mais je sais que ces lignes sont les plus belles que j'ai jamais lues depuis longtemps. Et tant pis, pour ce soir, si je n'arrive pas à écrire la suite, Victoire a rompu le charme. C'est si fragile l'inspiration. Il en faut si peu pour qu'elle s'évanouisse. Tant pis, je continuerai demain soir. La sonnerie de mon réveil me fait sursauter. 7 heures. J'allume ma lampe, la tête encore embrumée de sommeil, première pensée de la journée. Il faut être très intelligente pour... C'est malin. Victoire a réussi de m'inculter le doute. Et si je n'étais pas capable d'écrire la suite de l'histoire? Je me lève et j'ouvre en grand ma fenêtre. L'air frais s'engouffre dans ma chambre. Je reste debout, le visage baigné de fraîcheur matinale, jusqu'à ce que je commence à grelotter. Alors là, je referme la fenêtre. Mon cahier est posé sur le bureau. Je ne vais quand même pas relire une fois encore la première page. Mais allez, juste une dernière fois. Pour me rassurer quand même. Je m'assois devant mon bureau et saisis la couverture verte pour le tourner. Mais j'arrête mon geste. Je rêve ou quoi? On dirait qu'elle est tiède. Pour comparer, je pose la main sur la surface du bureau, puis à nouveau sur le cahier. Mince alors, elle est vraiment tiède, Madame Larson. Comme si on venait de la toucher. Je suis sûre qu'il doit exister une explication rationnelle. Peut-être que le papier conserve la chaleur plus longtemps que le bois ou je sais pas quoi. Ou une réaction chimique du genre. Si j'étais très intelligente, je le saurais. Je me décide enfin d'ouvrir le cahier et je me replonge avec délice dans le début de mon histoire. Si seulement hier j'avais pu écrire la suite. Je tourne la première page et là, vous n'allez pas me croire, Madame Larson, elle est couverte de mes pattes de mouche, ainsi que la 3e, la 4e, la 5e et la 6e. Je les parcours, les oreilles bourdonnantes, le cœur manquant s'échappait de ma poitrine tant il tapait fort. Ces pages sont de pure merveille, la digne suite de la page 1. Je reste assise à mon bureau, complètement sonnée. Je vois les murs de ma chambre tomber. Est-ce que je deviens folle, au point d'avoir oublié ce que j'ai écrit hier soir? Je contemple les pages noircies et j'ai à la fois envie de rire et de pleurer. Je me repasse la scène de la veille, les mots de Victoire, Lucas Crapaud qui me fuit, la truite de Mozart qui s'échappait ce soir-là encore de la chambre de Paul, le sommeil qui m'a saisi d'un coup. À aucun moment je ne me suis levée pour écrire. Je dois accepter l'évidence. Je n'ai pas écrit cette page. Je n'ai écrit aucune de ces pages. Et pourtant, ce sont mes pattes de mouche
et c'est mon Lucas Crapaud. Ne pas paniquer. Comme dit papa, en bon scientifique qu'il est, tout phénomène a une explication. Il suffit de la trouver. Je dois reprendre les choses avec logique. Quand je me suis endormie hier soir, le cahier ne comportait qu'une seule page écrite. Ce matin, il en compte 6, rédigés de ma main. C'est mon écriture quand même, je pourrais la reconnaître. Donc, si je ne les ai pas écrites avant de m'endormir, somnambule. Je lis mon explication. Je suis somnambule. Je me relève la nuit quand je dors pour écrire. Et ce que je ne parviens pas à faire le matin, ou bien quand je me suis levée, en pleine conscience, sans doute paralysée par un manque de confiance en moi, j'arrive à le faire quand ma conscience est endormie. Je ne trouve pas le mot. Vertigineux, prodigieux, j'écris sans m'en rendre compte. Je suis donc somnambule. Je ne le savais pas. Ce doit être récent. À moins que... Non. À moins que rien. Je suis somnambule, c'est tout. C'est moi qui ai écrit ces pages. C'est mon écriture. Un point, c'est tout. À moins que ce soit pour moi. À moins que ce soit quelqu'un d'autre qui les écrit. Voilà, c'est dit. Quelqu'un qui imiterait mon écriture. Mais qui? Pas Victoire, ni Paul qui, en dehors d'un piano à l'imagination, a rat dans le bitume. Honorine, pourquoi faire mes parents n'importe quoi? D'ailleurs, comment cette personne s'y prendrait-elle pour parvenir à donner vie à un héros qui n'existe que dans ma tête et dont je n'ai jamais parlé à personne? Il faudrait qu'elle lise dans mes pensées. Je nage en plein délire. Il faut absolument que j'en ai le cœur net. La nuit prochaine, je filmerai mon cahier, je me verrai me lever de mon sommeil et tous mes doutes seront enfin levés. Justine, tu ne te lèves pas ce matin? Tu vas être en retard, s'inquiète maman en tapant à ma porte. J'arrive, je grogne. Je me douche rapidement et je rejoins les autres à la cuisine. Honorine est effondrée au milieu de ses céréales. J'ai apparemment loupé un épisode. Adrien l'a plaqué hier matin, par texto, me glisse Paul. Ah! Je cherche quoi ajouter, mais je ne trouve rien. Adrien ou plutôt était le petit copain de ma sœur depuis 2 ans déjà. Un garçon au visage rond et à la bouche pleine de formules chimiques dont il ne se séparait que pour dîner et dormir. J'essaie d'imaginer ce qu'on peut ressentir quand on est quitté par le garçon qu'on aime. Mais il faudra déjà que je franchisse la première étape pour sortir avec le garçon que j'aime. Heureusement qu'il n'avait pas d'enfant, murmure Victoire qui avait passé toutes ses dernières vacances avec grand-mère. Chapitre 3. Paul. Je traverse cette journée dans un état second. J'ai les 6 merveilleuses pages de Lucas Crapaud qui virevoltent dans ma tête. Mais je n'ose plus m'en réjouir, pas avant que la caméra ne m'ait confirmé que c'est vraiment moi qui écris cette histoire en état de somnambulisme. Et évidemment, elle va le faire. Pourquoi? Est-ce que j'en doute, hein? Comme si les choses pouvaient être... je sais pas moi, comme si les choses pouvaient se passer autrement. Et alors ton roman, il avance? Me demande Lucie à la récré. Quoi? Tu as déjà laissé tomber? Insiste-t-elle. Et je la remercie intérieurement de ne pas ajouter comme les autres fois, même si je sais qu'elle se mord les lèvres pour résister à la tentation. Non, je continue, mais il faut du temps pour écrire. Ça ne s'écrit pas comme ça, un roman. Tu devrais en parler à la prof de français. Elle pourrait t'aider. Peut-être... Ces derniers mots se bloquent dans ma gorge. Corentin est devant moi, devant la table de ping-pong, mais il ne joue pas. Vous savez quoi? Il me regarde. Pas un petit regard comme ça, un de ces regards légers, dus au hasard, comme celui de la veille. Non, un regard fixe, volontaire, persistant. Un regard qui cherche le mien. Panique à bord, je ne sens plus mes joues. Je me sens les joues virées au rouge Père Noël. Au secours, qu'est-ce que je dois faire? Je lui souris. Enfin, je crois lui sourire parce que... Pourquoi tu fais la grimace? S'étonne Lucie. Tu n'aimes pas Madame Larson? Elle est pourtant très sympa comme prof. Si, Madame Larson, c'est vraiment ce qu'elle a dit.
Je me rends compte alors que j'ai le visage tendu comme une peau de tom-tom. Là-bas, Corentin s'est lassé et n'a à nouveau Dieu que pour sa petite boule de plastique bondissante et moi, je me suis ridiculisée avec mon sourire grimace. Parce qu'il faut que je vous explique, Madame Larson. Quand vous vous appelez Madame Banale, vous n'avez pas l'habitude qu'un garçon vous regarde. Qui pourrait trouver un intérêt quelconque à la banalité, je vous demande. Mais il est vrai que le crapaud est en train de me transformer de Madame Banale à Madame Spéciale. Alors quoi d'étonnant à ce que Corentin me remarque enfin, hein? Bonsoir, joyeuse troupe, s'exclame mon père comme d'habitude. Salut papa, lui répondent d'une même voix Paul et Victoire. Salut papa, je réponds avec un wagon de retard. Salut pas, répète Honorine comme si elle était tout en queue d'un convoi mortuaire. Mon père lui jette un regard surpris. Je t'expliquerai, lui glisse maman à l'oreille. Au fait papa, tu peux me prêter ta caméra pour ce soir ? Je demande. Pour filmer ton lit, me lance Paul. Très drôle. Mais non, Justine, elle est pas filmeuse, elle est écrivaine. Crois judicieux d'intervenir, ma chère petite sœur. Elle écrit l'histoire de Harry Potter qui se marie avec Blanche-Neige et qui vivent heureux avec plein de petits-enfants. Sans blague, dit Paul. Oui, mais comme elle ferme les yeux, pour écrire, elle a du mal à écrire, c'est sûr. Tu écris un scénario de film ? Demande alors maman. Non, pourquoi ? Je ne sais pas, tu as besoin d'une caméra pour filmer ce soir ? C'est juste un petit exercice pour les cours de sciences, c'est ça. J'improvise. T'as qu'à demander à Honorine, elle les a tous déjà fait les exercices pour la science, me lance Victoire. Honorine, à l'énoncé de son nom, s'effondre en larmes, se lève et quitte la cuisine. Ah, cette fois, je n'ai rien fait. J'ai rien dit, s'exclame Paul. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Répète papa. Une dispute avec Adrien, l'informe maman. Il divorce, complète Victoire. Papa soupire. L'amour. Et ma caméra ? J'insiste. Elle est dans mon bureau, répond papa. Je viens de la recharger. Combien d'autonomie ? 6 heures. Ça devrait être amplement suffisant pour un petit devoir de science. J'installe alors la caméra sur un pied, l'objectif fixé sur le bureau où est posé mon cahier vert. Je vérifie juste dans l'axe. Personne ne peut ouvrir ce cahier sans échapper à la caméra. 22 heures. 22h30. La revue que je lis me glisse des mains. J'étouffe un bêlement. Justine, il faut que tu éteignes. Il est tard. Demain, tu ne pourras pas te lever, me lance maman à travers la porte en allant se coucher. Bien sûr, elle a raison, mais je ne peux pas dormir que la durée d'autonomie de la caméra. Quand même, pour mon expérience eut un sens, il faut rester seulement 6 heures. Je prends une bande dessinée. 23h45, 23h59. Enfin. Je me lève, je vérifie une dernière fois le vert cahier. Toujours 6 pages décrites, je mets la caméra en marche, puis je programme mon radio-réveil sur 6 heures. À présent, je peux m'endormir. Je me réveille en sursaut 6 heures plus tard. Nuit courte, je meurs de sommeil. Sur le coup, je me demande pourquoi j'ai réglé mon radio-réveil si tôt. J'aurais pu dormir 1 heure de plus. C'est alors que je m'aperçois de la caméra. Soudain, tout à fait réveillé, je bondis hors de mon lit. Le voyant lumineux s'éteint sous mes yeux. 6 heures pile de tournage. J'ai bien calculé. Le cahier vert est là, posé sur le bureau. En apparence, il n'a pas bougé d'1 millimètre. Il semble toujours me narguer avec ses lettres rouges sang. Les mains tremblantes, je l'ouvre. 6 pages, puis une 7e, une 8e, une 14e, une 15e, 9 pages écrites durant cette nuit. Madame Larson. Je me mets à chercher la caméra, la voilà. Je me jette sur elle,
le cœur excité comme une grosse caisse un jour de fête nationale. Je vais enfin savoir. Je visionne l'enregistrement en accéléré. Je vois le cahier vert fermé. Sur mon bureau, l'heure s'affiche en bas de l'enregistrement. Minuit 30. 1h. 2h. Toujours le cahier vert fermé sur mon bureau. Alors, elle vient cette crise de somnambulisme, quoi. 4h. 5h et 6h. Fin du film. Je m'effondre sur mon lit. Comment est-ce possible, Madame Larson? La suite des aventures de Lucas Crapaud s'est écrite cette nuit sans que mon cahier n'ait été ouvert par quiconque. Je suis si stupéfaite que je n'arrive plus à penser. Je me relève, je prends le cahier et je lis les 9 nouvelles pages à en tomber à genoux. Et c'est alors que la joie m'envahit. Une joie immense, gigantesque, qui balaye tout sur son passage, envoyant aux oubliettes la stupeur et toutes mes questions. Même dans mes rêves les plus fous, j'en ai jamais et je n'aurais jamais imaginé écrire une telle histoire parce qu'il s'agit bien là de mon roman puisque ce héros, Lucas Crapaud, naît dans ma tête et puisqu'il s'écrit dans mon cahier vert de ma petite écriture serrée. Qu'importe que techniquement ce ne soit pas ma main qui ait tenu le stylo pour rédiger ces lignes. Et si d'ailleurs c'était pas la force de ma pensée que j'arrive comme ça, je sais pas moi, la force de ma pensée qui écrivait. Quand je dors quoi, les lois de la matière, les connaît-on vraiment, Madame Larson? À moins qu'il existe un génie qui ait décidé d'exaucer mon souhait. Peut-être chaque être humain a-t-il une fois dans sa vie la possibilité de réaliser un de ses plus beaux rêves et que c'est cette chance-là que je me suis faite. Je suis en train de vivre mon propre rêve. Cette chance que tout un chacun garde évidemment secrète. D'ailleurs, quand j'y songe, peut-être que le don de Paul pour le piano et l'intelligence d'Honorine, je cours ou plutôt je vole sous la douche. Mes pieds ont désormais des ailes. Ils ne touchent plus la terre, comme ceux du commun des mortels. Je plane ensuite jusqu'à la cuisine, le rire au ras des lèvres. J'entre, je ravale aussitôt mon rire. Ambiance de glace. Honorine n'est plus la seule à avoir une tête de créatrice de pierre tombale. Paul lui fait concurrence ce matin. Victoire, qu'est-ce qui se passe? Je demande. Paul, il a main à son poignet, m'explique Victoire. Mon frère a les mâchoires crispées, sa main gauche est cramponnée à sa poignée droite, comme s'il avait peur qu'il tombe. Il va pas pouvoir jouer pour l'audition et devenir riche et très célèbre, précise Victoire. J'ai appelé un médecin de garde, intervient maman. Tiens, d'ailleurs, le voilà, dit-elle en se levant. Paul, va dans ta chambre, on te rejoint. Un petit homme vêtu de sombre et pliant sous le poids de sa coche, accompagné d'un autre garçon. Maman les accompagne jusqu'au chevet du pianiste maudit. Une tendrine, annonce-t-il en partant. Il va mourir, s'informe Victoire. Oh non, s'exclame maman. Une tendrine, ce n'est pas si grave, ma chère. C'est juste l'inflammation d'un tendon. Ce sont des choses qui arrivent. Dans quelques jours, il sera bien guéri.